Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce live organisé par Nolio à propos de la charge d'entraînement et du HRV. C'est vraiment les deux grosses notions qu'on va dégrossir aujourd'hui avec nos invités et avec Alexandre. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, je vais présenter donc les personnes qui sont là ce soir avec nous. Donc déjà, il y a Alexandre qui est le cofondateur de Nolio. Il nous expliquera la plateforme. Bonjour Alexandre. Bonsoir. On aura également Caroly Spi qui est entraîneur en triathlon. Il se présentera plus longuement par la suite. Bonsoir Caroly. Bonsoir. Et on a également Maxime qui est entraîneur en cyclisme. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Voilà. Ils se présenteront par la suite et ce seront eux, du coup, qui débattront, qui nous parleront des notions de HRV, de charge d'entraînement via les différents modèles. Alexandre, du coup, je te laisse la parole pour la Ouais, si tu présentation. peux. C'est bon. Du coup, un petit rappel de ce qu'on va parler ce soir. Du coup, vous l'avez vu sur le thème du webinaire, mais voilà, le HRV. Donc, on va faire un zoom dessus. À quoi ça sert, comment on peut s'en servir concrètement, est-ce que c'est fiable, pas fiable, voilà. La charge Foster et Kogan, idem. Est-ce que ce sont des modèles qu'on peut utiliser? Voilà, la réponse, bien sûr, c'est pas oui ou non. Comment elles sont calculées, dans quel cas peut-être que c'est plus pertinent, le cyclisme, le triathlon ou tout le temps. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de dégrossir tout ça et de vous montrer avec des cas concrets, du coup avec Maxime et puis Caroline. Alors, du coup, je vais vous détailler un peu le programme. Tout d'abord, Alexandre, il nous fera une courte présentation sur Nolio. Il nous présentera donc la plateforme qui justement intègre complètement donc le HRV, la prise en charge du HRV, le calcul de la charge Kogan qui est utilisé par Maxime. Voilà, on est toujours dans le 1, hein, dans le petit point numéro 1. Et on présentera aussi nos intervenants, ils se présenteront, ils expliqueront leur travail. Ensuite, on s'intéressera à la notion du HRV avec Caroly, qui donc l'utilise tous les jours dans son travail d'entraîneur de triathlon. Ensuite, avec Maxime, on parlera du calcul de charge d'entraînement via le Kogan, du coup, l'équation, le calcul de charge d'entraînement via Kogan. Ensuite, on aura un débat, mais ça sera plus une discussion, c'est pas les avis ne s'opposent pas sur le calcul de charge avec Kogan et Foster. C'est deux outils qui sont vraiment complémentaires et qui ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Et ensuite, on aura une session ouverte de questions-réponses pour les spectateurs dans lesquels vous pourrez poser vos questions. Je sais que Maxime veut également poser des questions à Caroline sur certains points, donc ça sera vraiment ouvert à tous pour les questions. Ouais, Pour les petite questions. précision du coup pour les questions-réponses, vous avez un petit onglet questions-réponses, voilà pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Donc voilà, si c'est plus de la discussion générale, vous pouvez utiliser l'onglet discussion. Et puis pour tout ce qui est questions-réponses, dans l'onglet questions et réponses. Et nous, comme ça, voilà, on y répondra au fil de l'eau, mais surtout à la fin, bien sûr, pour pas trop couper voilà les présentations que vous allez voir ce soir. Euh, je vais enchaîner du coup rapidement sur voilà, Nolio, c'est quoi? Je vais pas, c'est pas le but ce soir de vous faire une présentation détaillée de Nolio, mais pour ceux qui sont là, peut-être certains ne savent pas ce qu'est Nolio. Donc Nolio, c'est une plateforme de suivi d'entraînement qu'on a créé il y a un peu plus de 5 ans, vraiment sur des problématiques concrètes qui étaient avec nos entraîneurs, avec François, mon associé qui est dans les spectateurs ce soir, voilà, on avait des fichiers Excel, on commençait à avoir des données connectées sur nos montres et on voyait que c'était assez galère pour nos coachs et puis assez frustrant pour nous en tant que sportifs de partager les données avec les coachs. Donc voilà, on a commencé à créer la plateforme et elle a bien évolué depuis. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme plutôt dans les sports d'endurance pour les sportifs et pour les coachs. Voilà, sur mobile et puis sur ordinateur, vous voyez voilà un extrait de l'appli mobile et puis d'une partie HRV sur le PC.
Voilà, donc Nolio aujourd'hui, c'est un peu plus de 1500 entraîneurs et 20 000 sportifs actifs, voilà, utilisés dans tous les sports d'endurance, donc triathlon, cyclisme, running, trail, etc. Voilà, donc si vous voulez bien sûr en savoir plus, vous tapez Nolio, vous regardez, il y a pas mal de choses. Voilà, je m'arrête là-dessus. Je te repasse la parole, Paul. Ouais. Alors du coup, aujourd'hui, on a, pour parler donc, du HRV et de la charge Kogan et Foster, on a invité donc deux entraîneurs, qui sont également deux utilisateurs de Nolio tous les jours pour entraîner leurs athlètes. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en perspective deux visions de l'entraînement, parce que du coup, ils n'utilisent pas les mêmes outils. Caroli, il utilise le HRV, Maxime, il utilise la charge Kogan, Et du coup, voir comment donc les pratiques d'entraînement donc pouvaient être différentes en fait finalement selon si on a plus d'affinité avec un outil ou un autre. Et également, on a choisi deux entraîneurs dans des sports différents, même si évidemment il y a des similitudes entre le triathlon et le cyclisme, mais c'est pas du tout la même manière d'entraîner. Donc c'est pareil, c'est vraiment pour mettre en perspective à la fois les outils d'entraînement et les sports qu'on a invité donc, ces deux entraîneurs et utilisateurs donc, de Nolio. Et du coup, Caroli, je laisse Ouais, Alexandre donc, présenter ouais, ça Caroli. marche. Bah du coup, ouais, Caroli, du coup, donc qui est présent ici avec nous, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Donc, entraîneur qui est entraîneur de triathlon. Donc, il a sa structure qui s'appelle KS Endurance. Et voilà, il fait beaucoup d'entraînement plutôt sur la partie Ironman, mais bien sûr pas que. Il pourra vous en reparler. Et voilà, c'est vraiment un expert sur tout ce qui est physiologie, sur tout ce qui est data. Et voilà, je vais lui laisser la parole tout de suite pour qui nous présente du coup comment il utilise le HRV au quotidien avec ses athlètes. Vas-y, Caroline. Merci Alex pour l'introduction. Tu peux arrêter le partage d'écran, Paul, du coup. Ouais, Ouais, juste donc pour préciser un petit peu, hein, donc je suis entraîneur, je suis pas physiologiste, je fais pas des études sur la HRV, j'utilise la HRV au quotidien avec les athlètes, donc ça va vraiment être une présentation plus de terrain qu'autre chose. Voilà, c'est vraiment pour insister là-dessus. Je vais rechercher, c'est celle-là. Hop, Nickel, on voit bien ton écran, Caroline. très bien. Ouais. Donc, on va parler de la charge d'entraînement. Alors, je pensais passer en deuxième, donc j'ai l'honneur de passer en premier. C'est sympathique. Merci. Donc, juste pour faire un petit point du coup sur la charge d'entraînement et ce à quoi correspond la charge d'entraînement, parce que c'est important avant de parler de la HRV. Donc, la charge d'entraînement, c'est une combinaison souvent entre l'intensité et la durée d'exercice pour la quantifier et la mesurer. Donc, avec la charge d'entraînement, on vérifie qu'un athlète s'adapte bien au programme d'entraînement. Donc, ça, c'est dans les faits, c'est dans la théorie, c'est comme ça qu'on la présente. Il faut juste savoir que des travaux récents là, de Pasfield et de son équipe, donc ça date de 2022, remettent en cause les mesures de charge d'entraînement traditionnelles basées sur le TRIMP de Bannister, puisque c'est des études qui n'ont pas été validées à l'époque, et toutes les études sur la charge d'entraînement se sont basées sur les études de Bannister, donc du TRIMP, pour valider leur concept de charge d'entraînement. Donc, le concept de charge d'entraînement actuel ne repose pas du tout sur des validations scientifiques, finalement, puisque le modèle de base n'a pas été validé de cette manière-là. Voilà, c'était pour faire une introduction par rapport à ça. Je ne pensais pas en parler, mais voilà, du coup, j'en parle. Là, sur ce soir, moi, donc on va distinguer deux approches. Donc, il y a la charge d'entraînement externe, dont on va plus vous parler Maxime, du coup, et moi, je vais plus être en rapport avec la charge d'entraînement interne. Par charge d'entraînement interne, j'intègre la notion de HRV, de réponse cardiaque à l'exercice, mais également du RPE, donc la difficulté ressentie de l'effort. Sur la charge externe, c'est plus des données en termes de volume et de durée de l'effort, mais également ce qu'on pourrait appeler, quand on utilise des données issues des GPS ou des capteurs de puissance. Donc, on fait un amalgame entre les deux et on fait des calculs. On donne une charge interne à partir de données externes.
Voilà, c'était juste une petite précision, mais je pense que Maxime en parlera plus en détail par rapport à moi. Donc moi, je vais me concentrer maintenant sur la HRV, donc la charge interne et les réponses cardiaques à l'exercice. Donc, juste petit point de compréhension sur à quoi correspond la variabilité cardiaque. Donc, HRV, Heart Rate Variability. Donc, c'est une étude non invasive du système nerveux autonome. Non invasive parce qu'on ne va pas aller piquer l'athlète pour prendre sa variabilité cardiaque. On va la mesurer avec un outil qui ne va pas rentrer dans le corps. Donc là, on mesure quoi? Généralement, on va mesurer le temps qui s'écoule entre deux battements successifs, qu'on appelle l'intervalle RR, qui sont fluctuants. Par exemple, si vous avez 60 battements par minute, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un battement par seconde. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir déceler le fonctionnement du système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, ou SNA, qui travaille en continu pour maintenir l'homéostasie de l'organisme. Donc c'est un état d'équilibre optimal de votre organisme pour qu'il fonctionne bien. Donc la HRV au repos, qu'on va prendre le matin au repos, elle est régulée par la branche parasympathique du système nerveux autonome. Donc il faut considérer qu'on a deux branches. On a le parasympathique qui va ralentir les fonctions de l'organisme et le sympathique qui va les accélérer. C'est vraiment, je vous fais vraiment des raccourcis, mais parce qu'on ne va pas rentrer en détail dans la physiologie, je pense que ce n'est pas le but de l'intervention de ce soir. Donc là, quand on mesure la HRV, on mesure la réponse de l'organisme face à un stress. Donc ça, je préfère vraiment insister là-dessus. Face à un stress, ça ne veut pas dire face à un stress d'entraînement, mais dans le stress, il y a l'entraînement, il y a la vie quotidienne, le travail, la nutrition, le sommeil, la digestion. Il y a plein de stress différents. Donc, il faut vraiment faire attention de distinguer tous ces stress. Ce n'est pas parce que vous avez une baisse de votre HRV, une hausse, que ça correspond à votre entraînement. Ça peut généralement, souvent, ça vient du sommeil. Quand on a un déficit de sommeil, c'est là où il y a vraiment des grosses difficultés au niveau de la HRV. Donc, la HRV, ce n'est pas une mesure isolée de la charge d'entraînement, ça comprend, c'est un tout. Voilà, ça c'est important d'insister là-dessus. Donc, dans la HRV, c'est un outil qui a été quand même validé pour permettre de mesurer, contrôler et affiner la charge d'entraînement. Donc, validé à partir de différentes études scientifiques. Donc, on évalue la régulation du système nerveux autonome sur les adaptations positives ou négatives au sein du processus d'entraînement. On suit la fatigue induite par l'entraînement, comme j'ai dit, par d'autres facteurs de stress quotidien qui permettent aussi, avec la HRV, on peut réajuster ou affiner le programme d'entraînement en fonction de comment réagit l'athlète. Donc, quand je disais l'entraînement était, quand on utilise l'entraînement guidé par HRV, normalement, on observe, d'après plusieurs études scientifiques, qu'il y a une amélioration des performances par rapport à des entraînements qui sont utilisés sans avoir la variabilité cardiaque à côté. Donc, vous pouvez retrouver 3 articles principaux sur les sports d'endurance qui sont quand même bien validés. Hop. Ensuite, ici, je voudrais aussi insister sur une chose. Moi, je vais parler que de l'utilisation du RMSSD. Qui est le domaine temporel désigné dans la littérature comme ayant le plus de pertinence et de fiabilité par rapport à d'autres indices. Donc, je vais parler du RMSSD parce que c'est ce qui est le plus facile d'acquisition dans les données via des applications, comme vous pouvez l'avoir dans Nolio ou avec d'autres applications. C'est des enregistrements qui permettent d'être plus courts que le domaine fréquentiel, pour ceux qui connaissent, où on demandait à des athlètes de faire des enregistrements sur 10 minutes, d'être allongés, de se lever. Et l'avantage du RMSSD aussi, c'est qu'il est moins infecté par le schéma respiratoire que le domaine fréquentiel. Dans le domaine fréquentiel, on est obligé d'avoir un œil sur sa fréquence respiratoire pour avoir les bonnes données. Et donc le domaine fréquentiel a l'avantage, lui, d'étudier différentes formes de fatigue, alors que le domaine du RMSSD, c'est plutôt une fatigue globale de l'organisme. Par contre, le domaine fréquentiel, il est quand même beaucoup plus complexe à analyser et demande un enregistrement plus long des données, comme j'ai dit au-dessus. Et le souci des données plus longues, c'est qu'on perd les athlètes. Moi, je sais qu'il y a plusieurs années en arrière, j'utilisais cette approche avec les données fréquentielles. Et le souci majeur, c'était avec les athlètes de rester 10 minutes le matin avec la ceinture cardiaque. C'était au bout d'un moment, ils n'adhéraient plus et ils arrêtaient. Et le plus important dans la HRV, c'est d'avoir des données en continu, c'est-à-dire tous les jours, une mesure quotidienne. Donc avec le RMSSD, c'est ce qui est
possible d'avoir, avec des mesures entre 1 et 1 minute 30, tous les matins au réveil, en essayant d'être le plus standardisé possible. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir des heures de coucher qui vont être différentes, du coup, ça va avoir une influence sur la valeur du RMSSD. Si on a un sommeil perturbé, ça va avoir une incidence. Le matin au réveil, il faut aller aux toilettes, vider sa vessie et ensuite faire l'enregistrement. Et entre les deux, il ne faut pas boire d'eau pour pas avoir enfin, que ça ne perturbe pas la standardisation des données. Voilà, donc ça, c'est des choses importantes. Donc, avec ces données plus courtes, eh ben, on a la capacité d'avoir pléthore de données sur, là, vous avez un exemple sur 2 ans. Donc, je tiens juste à préciser que je n'ai pas utilisé les données de Nolio parce que c'est assez récent et je n'avais pas 2 ans de données de HRV dans Nolio. Donc là, c'est une application tierce que j'utilise avec les athlètes. Voilà, donc ça, c'est une mesure quotidienne pendant 2 ans. Et sur ce concept avec le RMSSD, on ne cherche pas à avoir la meilleure valeur au quotidien, mais on cherche à avoir le score qui reste le plus stable possible. C'est-à-dire un peu à l'image pour ceux qui connaissent, quand on a une plage normale, on favorise les adaptations positives de l'entraînement. Donc, c'est un peu le concept d'ACWR, pour ceux qui connaissent, entre la comparaison entre la charge aiguë et la charge chronique, comme vous avez dans Nolio, où on cherche à avoir une charge stable pour avoir les meilleurs effets d'entraînement. Donc, sur la HRV, c'est à peu près la même chose. Là, c'est sur le même athlète, donc son suivi avec la charge Foster et avec ACWR dans Nolio, par rapport à ce qu'il a sur la HRV. C'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'avec la CWR, on est sur une temporalité de ce qui se passe après, alors qu'avec la HRV, c'est ce qui se passe en amont de la baisse ou de la hausse de charge d'entraînement. Donc là, pour vous donner des exemples, ici, on voit bien tout en vert, ça veut dire que l'athlète s'adapte bien, assimile bien la charge d'entraînement. Quand c'est en rouge, c'est qu'il y a vraiment une accumulation de fatigue, ou en orange, une maladaptation. Avec les athlètes, moi, je cherche vraiment à être le plus souvent, le plus stable possible. Donc, c'est pour là, vous voyez vraiment beaucoup de vert dans cet exemple-là. Et les rouges, vous allez voir à quoi ça peut correspondre. Donc là, ici, par exemple, on avait un épisode grippal. Donc, on voit bien que la HRV ne correspond pas qu'à l'entraînement, mais elle correspond également à des infections ORL ou autres. Là, on peut voir qu'il y avait eu un gros bloc d'entraînement. HITSM, c'est des gros blocs d'entraînement avec une accumulation de 5 à 7 séances à haute intensité par semaine. Donc, on voit bien une hausse du RMSSD. Par contre, après, d'un coup, la fatigue, elle a toujours une boucle de rétroaction qui fait qu'on a la fatigue qui intervient après souvent le bloc et pas pendant le bloc. Donc là, on voit bien ici une mauvaise assimilation de l'entraînement. Et également aussi, sur les phases rouges, c'est après un 70.3. La même chose ici, Covid, donc baisse du RMSSD, hop, ça remonte. Ici, c'est après un Ironman. Là, pareil, après un marathon, plus c'est un épisode du Covid juste après le marathon. Et hop, on remonte. Et gros bloc d'entraînement, donc on peut voir sur le gros bloc d'entraînement une baisse du RMSSD. Donc juste derrière, quand vous reprogrammez de la basse intensité, ici en bloc de base aérobie, la basse intensité, ça a le mérite de réguler le système nerveux autonome et de le faire repartir à la hausse. Il y a eu pas mal de travaux sur le sujet avec Seller, qui l'a bien mis en évidence l'intérêt de la basse intensité dans la régulation du système nerveux autonome. Pareil, vous voyez ici, post-Gérone, Ironman de Gérone, hop, baisse du RMSSD. Période à Embrun qui était compliquée avec des facteurs autres que l'entraînement. Donc, il y avait beaucoup de stress au quotidien par rapport au travail, donc qui a perturbé le RMSSD, mais également, en complément, je fais des suivis biologiques et on veut mettre en évidence qu'il y avait une baisse de l'hémoglobine. Donc, c'est important d'avoir, vous allez voir, quand je parle toujours, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule valeur qui est importante dans le suivi de la charge d'entraînement, mais c'est multifactoriel et il faut suivre plein de données pour savoir à quoi ça correspond.
Donc après, on a fait une remobilisation, cure de fer, et puis remobilisation sur l'entraînement. Donc c'est remonté. On a réussi quand même à avoir une belle performance qui fait 11e à Embrun, mais avec une grosse fatigue derrière. Et après, on repart sur une période de récupération qui permet de remonter. Donc ça, c'est des suivis sur 2 années de comment on peut procéder. Une chose importante sur la variabilité cardiaque, vous pourrez voir qu'à chaque fois qu'on approche d'une compétition, d'un objectif, il y a une baisse du RMSSD. Pour quelle raison? Parce que comme on s'entraîne moins, souvent des fois avec la période d'affûtage, ça fait qu'il y a une baisse du tonus. Donc on le voit généralement à l'approche de chaque compétition. Donc si vous suivez votre RMSSD dans le temps et à l'approche des compétitions, ne prenez pas peur si vous avez une baisse du RMSSD avant votre objectif, c'est tout à fait normal. Donc là, pour vous donner un autre exemple, ici par exemple, vous avez la charge d'entraînement sur la gauche de l'écran, donc vous pouvez voir dans Nolio. Donc là, c'est vraiment une charge d'entraînement basée sur le volume, hein, que je parle donc de l'externe, avec une augmentation de la charge d'entraînement. En parallèle, on peut voir une diminution du RMSSD, ce qui est totalement normal. Là, c'est l'exemple de la préparation de l'Embraman qui a conduit à une 4e place au scratch. Donc ici, sur cette notion-là, on utilise une moyenne mobile sur 7 jours. On essaye toujours de garder donc cette moyenne du RMSSD. Toutes les périodes en jaune, quand on a des périodes jaunes qui durent plus de 3 jours, on remet de la basse intensité pour réguler le système nerveux pour qu'il reparte à la hausse. Donc, on peut le voir ici, gros bloc d'entraînement qui incluait l'alpha d'Embrun et la reconnaissance. Et hop, on a une baisse de RMSSD et donc là, c'était les gros blocs d'entraînement que vous pouvez voir. Donc avec sur 2 jours, 180 km de vélo avec du tempo, 10 km enchaîné avec 10 à pied. Et le lendemain, 50 km dont 40 tempo et avec 30 km de course à pied. Et on voit à l'issue de ce gros bloc d'entraînement une forte régulation du système nerveux avec une forte hausse du RMSSD. Là aussi, il faut y faire attention parce que ça ne veut pas dire que l'athlète d'un coup il est en pleine forme. Au contraire, souvent sur ces journées-là où le RMSSD est trop élevé, on se sent vraiment fatigué. Et c'est là qu'il faut également faire attention. On régule avec de la basse intensité. Souvent, j'utilise aussi la caféine pour réguler la fatigue de l'athlète. Et là, à l'approche de l'événement, on peut voir une hausse du VO2 max. Alors, attention, hein, c'est une estimation du VO2 max, c'est plutôt un indice de forme qui corrèle des données de fréquence cardiaque, d'intensité et de HRV. Donc là-dessus, on voit l'arrivée en état de forme. Donc là, sur plusieurs athlètes, à chaque fois qu'ils arrivent sur leur pic de forme, c'est une hausse de cet indice-là. Je l'ai eu là samedi pour Carla Dahan qui a amélioré son chrono de plus d'1 heure sur l'Ironman d'Hawaï par rapport à l'année dernière. Yannick qui s'arrive aussi, Steven, voilà, tous les athlètes qui performent ont cette hausse du VO2 max à l'approche de la compétition. Donc 4e place sur l'Embrun pour son premier full et son 3e triathlon. Donc là, c'est juste une petite introduction. Alors c'est des fois assez complexe, mais c'est l'analyse de l'activité autonome cardiaque pré et post-séance. C'est-à-dire qu'on utilise la HRV juste avant l'effort et juste après l'effort pour voir comment l'athlète assimile son entraînement. Donc on prend une mesure d'1 minute 30 avant l'effort. On a une valeur de RMSSD et de fréquence cardiaque. On prend la valeur post-séance, juste après la séance. Donc, on voit la fréquence cardiaque qui est restée stable et le RMSSD qui a légèrement augmenté. Et 10 minutes après l'effort, où on a une forte augmentation du RMSSD. Donc, on peut voir que l'athlète assimile bien ses séances. Ça, c'est des choses qui peuvent être importantes pour voir si des athlètes qui ont une grosse base aérobie vont bien assimiler les séances. Les athlètes qui ont une plus faible base aérobie vont moins bien les assimiler. Donc, c'est aussi l'intérêt de la HRV. Par contre, cette approche-là prend beaucoup plus de temps parce que, en plus, il ne faut pas boire entre les mesures. Donc, c'est un peu plus long à mettre en place, il faut avoir du temps, quoi. Mais c'est des choses qui sont intéressantes et dans l'avenir, ça peut aussi être corrélé avec des mesures de fréquence respiratoire où on a pu mettre en évidence là, sur les travaux de Pasfiel que la fréquence ventilatoire associée au RPE de fin de séance
était plus significative que du calcul de charge avec le TRIMP. Ici, je vous parlais de la réponse cardiaque à l'exercice qui est beaucoup plus simple des fois à mettre en place. Et, enfin, moi, je l'utilise au jour le jour et que je trouve vraiment pertinente. Donc là, quand on parle de charge d'entraînement, on cherche toujours un équilibre optimal entre charge d'entraînement et récupération pour progresser, mais également pour prévenir tout état de surmenage qui serait néfaste à la progression de l'athlète. Ça, c'est un outil simple pour suivre l'état d'assimilation de l'organisme en croisant les données d'intensité de perception de l'effort lors de séances similaires avec des températures similaires. Et donc, quand on améliore son état de forme, on a une puissance vitesse moyenne avec une EFC qui baisse ou qui reste stable et le RPE diminue ou reste stable. Il faut savoir que si pour une vitesse moyenne et fréquence cardiaque, vous avez une baisse de fréquence cardiaque et une élévation du RPE, c'est-à-dire que vous êtes sur une phase où vous répondez mal à l'entraînement et où vous pouvez vraiment générer une grosse fatigue. Il y a eu pas mal de travaux sur le sujet avec Lambert. Et quand on commence à avoir 3 battements d'écart, c'est qu'il commence à y avoir un problème de fatigue et qu'il faut faire attention. Et c'est un des premiers critères, c'est-à-dire que quand vous avez la HRV, je vous ai dit tout à l'heure, c'était moyenne mobile sur 7 jours. C'est-à-dire que la HRV, ça va être sur des données, on va dire, plus chroniques, alors que la réponse cardiaque à l'exercice, c'est des données qui sont aiguës. C'est-à-dire, séance après séance, on peut réadapter en fonction des écarts de fréquence cardiaque que vous avez. Voilà. Bon, là, c'est ce que je vous expliquais. Donc, une baisse de l'AFC, une augmentation du RPE pour une intensité similaire, c'est vraiment une dégradation de l'état de forme. Il faut vraiment y veiller parce que c'est une fatigue qui peut être néfaste et surtout qui s'accumule et qui est compliquée des fois à effacer. Donc là, c'était juste un exemple de ce qu'on peut suivre dans nos lieux quand vous avez des athlètes qui font des séances similaires dans des lieux similaires. Donc, vous voyez, on a 26 km à gauche, c'était fin juin. À droite, c'était en septembre. On voit une allure avec moins 4 secondes par kilomètre, moins 7 battements par minute en fréquence cardiaque moyenne. Et idem pour la période 3 km proche de l'intensité critique, où on voit également une amélioration de l'allure et une baisse de la fréquence cardiaque moyenne. Donc ça, c'est des données qui sont intéressantes à tester, à mesurer. Et là, juste une chose, c'est des choses que je m'amuse à faire en ce moment, c'est de tester à l'entraînement. Donc ici, on peut voir une baisse du RMSSD. Et je me suis dit, en ayant une baisse du RMSSD, je vais essayer de mettre une séance entre le seuil de lactate et l'intensité critique. Donc là, on voit à chaque fois, je me mets une séance à ces intensités-là, et le lendemain, il y a une régulation à la hausse du RMSSD. Donc, il faut faire attention parce que ça peut être à double effet. C'est-à-dire, on a une baisse du RMSSD, on met une séance avec un peu d'intensité au-dessus du seuil lactique, et on peut avoir une régulation à la hausse. Si vous avez 3 jours consécutifs où ça commence à baisser, là, il faut changer votre fusil d'épaule en mettant de la basse intensité, en intégrant d'autres processus de récupération. Mais c'est des données qui sont intéressantes à voir de ce qu'on peut mettre en place sur la régulation de l'entraînement. Donc, application pratique pour le contrôle de la charge d'entraînement. Donc, avoir une approche croisée qui utilise différentes métriques, que ce soit le suivi de la variabilité cardiaque au quotidien, la CWR que vous pouvez trouver dans nos lieux, moi je trouve super intéressant. Le point central de tout, qui est le wellness, c'est-à-dire le bien-être, c'est-à-dire comment vous sentez le matin. Donc ça, il y a eu pas mal d'études, là, une méta-analyse sur la charge d'entraînement qui montrait que le wellness, au final, c'était le critère le plus important de la charge d'entraînement, qui dépassait toutes les autres facteurs. Là, le suivi de la réponse cardiaque à l'exercice, et en dernier aussi, le suivi de l'hémoglobine, plus précisément suivi biologique avec plusieurs indices. Voilà. Et le plus important dans tout, c'est d'avoir un athlète heureux, d'avoir réalisé sa performance en compétition. Voilà pour mon intervention. J'ai donc passé la parole à Maxime maintenant. Merci de m'avoir écouté. Merci, Caroline.
Alors, Juste, il n'y a pas y a pas la question, mais je l'anticipe. Est-ce que du coup, tu voudras diffuser les slides ou pas pour ceux qui ont participé au webinaire? Oui, il n'y a pas de souci. C'est bon. Ok. Peut-être ouais, s'il y a des choses plus sensibles que tu voulais pas partager, mais ok, super. Parce qu'en fait, alors, il faudra qu'on voit si on peut gérer ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, t'étais un petit peu dézoomé. Et du coup, nous, en tant que animateur, on voyait bien ton écran, mais les gens, enfin, sur les photos un petit peu plus loin, du coup, les gens n'avaient pas forcément le détail. Ça enlève pas du tout le sens de la présentation, mais voilà. Oui. Bref, on va passer à la suite. juste Du coup, il y a pas mal de si, questions. Vas-y, Paul. Alexandre, bah, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, donc autant on traite celle-là tout de suite. Oui. C'est comment tu fais pour, quels outils tu utilises pour relever le HRV du coup, Caroline? Euh, Bah là, dans la présentation, c'est vrai que j'ai utilisé HRV for Training, mais comme je disais en préambule, c'est que Nolio ne le disposait pas encore. Ça fait, Alex, ça fait combien de temps que c'est sur Nolio là? Ça fait pas longtemps, hein, ça. Ouais, ça fait 9 mois qu'on a commencé à faire des choses sur le HRV. Là, ça fait vraiment un mois qu'on commence à avoir vraiment du sens. Et il manque encore des choses par rapport à, bah, par exemple, ce que tu as montré sur HRV for Training. Je crois qu'il y avait des questions aussi sur comment tu faisais pour mesurer le RMSSD sans ceinture cardiaque. Si je dis pas de bêtises, c'est avec le flash et l'appareil photo du téléphone Oui, via HRV for Training, c'est ça? ouais, ça a été validé au niveau scientifique comme ayant la même valeur que la ceinture cardiaque ou l'électrocardiogramme. Sur des Et, enregistrements courts hein, de 1 à 1 minute 30. Hein. ok. Et ça, t'as un recul sur les modèles de téléphone. Je suppose que si tu as un iPhone 4 et un iPhone 16, ou je sais plus trop à combien on est aujourd'hui, par rapport à la qualité de l'appareil photo. Sincèrement, non, j'ai pas de recul. Je peux juste te dire que là, dernièrement, ça devait être. Là, ça fait 2 ans que j'utilise. Les gars, ça devait être iPhone 10, peut-être, ou 11. Ok. Euh, Généralement, les gens, ils ont toujours pratiquement les derniers modèles. Donc, c'est vrai que ça, là-dessus, j'ai pas de recul. Je pourrais pas dire. Ok. Ouais, il y a pas mal de questions, mais bon, on va enchaîner sur la suite et puis on reviendra sur toutes vos questions à la fin pour pouvoir enchaîner. Alors, tactique. Paul, si tu peux repartager la présentation juste deux Alors, secondes. oui, oui, pardon. Donc, du coup, Maxime, ici présent, va enchaîner. Du coup, on va parler du coup toujours charge d'entraînement, mais plus sur le côté objectif, avec du coup une partie sur la charge Kogan et puis également sur la charge Foster. Et donc, Maxime, du coup, pareil, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là ce soir, et du coup spécialiste, enfin entraîneur de cyclisme. Il travaille avec la FFC sur la détection des talents. Il fait beaucoup de tests liés à la lactatémie. Et puis du coup, sa structure de coaching s'appelle MF Sport. Et si je dis pas de bêtises, Maxime, tu fais aussi du bike fitting, je crois, ou Ouais, je fais ça, mais oui, je suis si voilà. spécialisé vélo. Moi, c'est qu'un seul En, sport, c'est en, le vélo, le en cyclisme. plus du reste. Et, Voilà. Et ben et écoute, quasi exclusivement du cyclisme sur route. je te passe la parole, Maxime. Ça roule maintenant. Je fais la demande de partage d'écran. Alors, j'ai arrêté Tac. mon partage, moi. Paul. C'est bon, je l'ai arrêté. C'est bon. Et Alors, du coup, là, vous avez bien mon écran? Oui, Et bah, du coup, je sais pourquoi Caroline voulait que je passe en premier, parce que j'introduisais du coup la charge entraînement. Donc, comme il a bien expliqué, la charge entraînement permet de quantifier ou évaluer l'impact d'une séance. Et on peut aussi évaluer du coup la charge à l'échelle de la semaine ou sur une période donnée en fonction de comment on veut travailler. Est-ce qu'on travaille par bloc sur plusieurs jours, sur un mois, voilà, en fonction de la vision de l'entraîneur et de ce qu'on veut mettre en place. Donc, il y a des métriques plutôt externes qui sont par exemple dans le cyclisme liées à la puissance et on a des métriques internes qu'on peut par exemple mesurer avec la fréquence cardiaque, le HRV comme on a la chance d'avoir la présentation de Caroline juste avant. On a aussi la lactatémie, si on fait du suivi de la lactatémie au quotidien sur chaque séance, d'avoir des tendances. Et on a aussi, par exemple, la perception de l'effort avec le RPE qui est un bon outil.
Donc, on va commencer par la méthode de Foster. C'est une méthode qui est assez ancienne, 1995, donc elle a fait ses preuves aussi. Et la méthode, elle est quand même assez simple, c'est la durée de la séance, multipliée par une note entre 1 et 10. 1 étant très, très, très facile et 10 étant exercice très intense. Donc, ce qui permet, la durée de la séance, elle s'exprime en minutes pour le calcul, et le RPE qui correspond à la perception de l'effort. Donc, quand on parle de perception de l'effort, on parle de sensation plus la pénibilité de l'effort. C'est ça où il y a distinguo à faire aussi et bien faire comprendre à l'athlète que c'est vraiment la perception de l'effort sur la séance. Donc, moi, j'insiste bien, par exemple, aux athlètes avec qui je travaille, que le RPE soit complété dans la foulée de la séance et pas le lendemain ou le surlendemain, parce qu'on va avoir un biais de méthode en se disant, bon, bah, aujourd'hui, je suis bien, donc la séance d'hier où j'étais pas si bien, bah, finalement, comparé à celle d'aujourd'hui, elle est pas trop mal. Donc, du coup, ça fausse et ça fait un petit décalage entre ce qui a vraiment été perçu et ce qui est perçu le lendemain. Donc, moi, j'insiste bien là-dessus, c'est que chaque séance doit être complétée dans la foulée pour être sûr d'avoir les perceptions de l'effort de la séance à l'instant T. Donc, de la méthode Foster, il y a plusieurs métriques qui en découlent. Donc, on a la charge de la semaine qui est plutôt la somme de toutes les charges. On peut aussi avoir la monotonie. Donc, c'est la charge moyenne de la semaine sur l'écart type de la semaine. C'est pour éviter d'avoir toujours les mêmes tendances. Alors, Foster, à partir de 2, parle de attention sur entraînement, etc. Moi, je regarde pas forcément ça parce que je pars du principe que quand on construit le programme, on essaye, on a des périodes où on peut avoir des charges d'entraînement un peu plus intenses en fonction du bloc où on se situe. On a la contrainte, donc c'est la charge de la semaine multipliée par la monotonie. Donc là, pareil, au-dessus de 6000, on commence à avoir de la surentraînement et au-delà de 10 000, les blessures, en sachant que dans tous les cas, ces valeurs-là sont influencées par du coup le RPE de l'athlète, la perception, mais aussi par le volume, comme le RPE, c'est volume multiplié par le RPE. Et donc du coup, la forme, au final, c'est l'addition, c'est la soustraction charge moins contrainte. Et après, on a le ACWR, comme Caroline l'a abordé tout à l'heure, avec le suivi de la charge entre chronique et la charge semaine et la charge sur 4 semaines. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec la méthode Foster. Donc, ce qui est l'avantage de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui est non invasive. Il n'y a pas besoin de se lever pour aller aux toilettes avant. On fait sa séance et on complète, on donne une note sur sa séance. Donc, c'est non invasif. Il n'y a pas besoin d'avoir d'outils extrêmement scientifiques. Il faut juste avoir de quoi enregistrer sa séance et ensuite on applique un coefficient en fonction de la perception de la séance. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut la mettre dans tous les sports, que ce soit en natation, en vélo, course à pied. On peut travailler ce genre de méthode avec les jeunes athlètes pour leur faire comprendre la perception de l'effort. C'est vraiment un outil que j'utilise moi depuis les débuts que j'entraîne. Et l'avantage que j'entraîne des jeunes qui soient cadets jusqu'aux coureurs professionnels, c'est vraiment quelque chose que j'utilise vraiment au quotidien. La mise en place, elle est facile. Les plateformes comme Nolio le font de manière automatique. Et moi, quand j'ai commencé à entraîner, j'avais fait un Google Drive partagé avec mon athlète et au final, il avait juste à mettre la durée de sa séance, une note sur 10 et j'avais déjà la méthode Foster qui apparaissait. Je pouvais tracer des courbes et des tendances. Mais la précision est limitée parce qu'on reste dans la perception de l'effort. Donc, par exemple, lorsqu'on débute avec des jeunes athlètes, moi, j'ai déjà vu ça, des cadets ou des juniors qui débutent dans l'entraînement, pour faire plaisir aux parents ou à l'entraîneur, la peur de décevoir si on met une séance difficile, ou voilà, on n'arrive pas à juger sa séance en disant, en fait, celle-ci, elle était vraiment dure, mais est-ce qu'elle vaut vraiment 8 sur 10 ou 10 sur 10? C'est assez compliqué. Donc, même en leur donnant le plus d'informations possible, il peut y avoir un biais de méthode, en sachant que l'athlète, voilà, il peut tout le temps sous-estimer cette difficulté, alors qu'en réalité, la perception, elle est un peu plus importante, plus intense. Donc, on est vraiment sur de la perception. Et je pense qu'avec l'expérience, on arrive à affiner cette perception, alors que lorsqu'on débute, il vaut mieux prendre quelques petites pincettes parce qu'on sait que on peut avoir une précision assez limitée. Donc la méthode Kogan, à l'inverse, elle se base uniquement sur les watts. D'après la théorie, comment Kogan a décrit, a formulé du coup ces différents calculs, lui se base que sur les watts. Donc, s'il faut les watts, obligatoirement un capteur de puissance. Donc là, du coup, on n'est plus dans la méthode facile. Il y a quand même un certain coût, même si aujourd'hui tous les vélos sont quasi équipés d'un capteur de puissance à la sortie d'usine. Dans tous les cas, ça implique un petit coût financier supplémentaire. Vient ensuite la question que je posais à Caroline tout à l'heure en aparté de la présentation, c'est la détermination de la FTP. Aujourd'hui, la littérature scientifique est un petit peu contradictoire sur
la réalité de la définition de la FTP. Moi, personnellement, je remplace la FTP sur Nolio par la puissance critique avec le test 3 et 12 minutes. Parce qu'au final, si on prend un test 20 minutes multiplié par 0,95, on reste quand même dans de l'extrapolation et on s'écarte de la réalité. Donc, comme vous allez voir par la suite que la FTP est centrale pour la détermination des charges selon la méthode de Kogan, voilà, il faut bien prendre en compte comment on détermine cette FTP pour comprendre le reste. Est-ce qu'on prend le test 20 minutes? Est-ce qu'on prend la puissance critique? Voilà, libre à chacun de voir comment il veut utiliser sa FTP et comment il veut la définir. Donc, la charge du modèle de Kogan, c'est les TSS. Alors, Alexandre, rappelle-moi comment tu l'as appelé, toi, sur Nolio? Par la protection. Nous, c'est Oui, pas les TSS, c'est. c'est la charge Kogan. Ok, ouais. Et tout ça, tout simplement parce que, effectivement, TSS, etc., tout ce que vous voyez ça, en fait, c'est des trademarks, donc il y a le petit copyright. Et donc, nous, on n'a pas trop le droit d'utiliser. Enfin, c'est un peu flou, mais dans le doute, on n'a pas trop envie de s'amuser avec les Non, copyrights mais américains. Donc, voilà, charge Kogan. sur la suite, j'ai mis l'appellation de Nolio, mais là, pour la charge Kogan, j'avais oublié de mettre l'appellation. Donc, ces TSS-là sont calculés à partir de la durée, la puissance normalisée, le facteur d'intensité, la FTP, du coup, multiplié par 3600 par 100. Donc, du coup, ce qu'il faut, il faut la FTP, il faut la puissance normalisée, le facteur d'intensité, et tout ça se base depuis la puissance. Donc, pour continuer d'approfondir, donc la puissance, c'est la puissance normalisée. Donc, sur Nolio, ça s'appelle la puissance ajustée. C'est une métrique qui prend en compte les variations d'intensité au cours de la séance. Je vous épargne le calcul mathématique avec les puissances au carré, etc. Donc, au final, moi, j'appelle ça, c'est un peu la puissance lissée. C'est comme si l'effort avait été lissé de A à Z sans variation. Donc, par exemple, en contre-la-montre, l'effort, la puissance moyenne et la puissance normalisée doivent être assez proches, alors qu'en course sur route, avec les variations d'intensité, il y a quand même un delta assez important. Le IF, du coup, le facteur d'intensité, sur Nolio, c'est le coefficient d'intensité. C'est la métrique qui reflète l'intensité de la séance ou de la compétition. Et du coup, c'est la puissance normalisée divisée par la FTP. Donc là, on revient encore sur le fait que si la FTP elle est mal définie, on peut avoir un IF plus ou moins important en fonction de la réalité du moment. Donc là, je vous ai mis une petite impression d'écran. Donc, puissance moyenne pondérée, cadence moyenne, puissance max. Et du coup, l'exemple, c'est si mon athlète, là, sur cette séance-là, il a la FTP définie à 250 watts, et là, s'il a la FTP définie à 270 watts. Donc, à 250 watts, on aurait 98 TSS, donc 98 de charge d'entraînement, avec un IF à 0,73, et avec une FTP à 270 watts, on passe à 84 TSS et un IF de 0,67. D'où l'importance, en fait, de bien définir sa FTP et comment définir les métriques, parce qu'au final, là, 20 watts d'écart entre la méthode de détermination, et on se rend compte que ça change les différentes métriques. Donc, voilà, faut bien se dire qu'il y a certaines limites. Avec Caroline, on pourrait débattre sur la puissance critique homme trainer, puissance critique plat, puissance critique montée. On aurait au final trois valeurs. Et du coup, il faudrait toujours réajuster. Donc, si on se base que sur une métrique et qu'on y croit dur comme fer, j'ai envie de dire, on peut pas se tirer une balle dans le pied, mais on peut avoir de la charge supplémentaire ou au contraire avoir de la charge un peu moins, alors qu'en réalité, l'athlète subit quand même la charge d'entraînement. Donc après, Kogan avait fait une sorte de classification des TSS en fonction de l'intensité. Donc entre 0 et 150 TSS, on appelle ça un entraînement peu intense. Entre 150 et 300 TSS, un entraînement un peu plus intense avec un début de fatigue. Entre 300 et 400 TSS, c'est un entraînement intense avec une fatigue importante. Et au-dessus de 450 TSS, pardon, c'est un entraînement très, très, très intense avec une fatigue importante. Donc, maintenant qu'on a compris un petit peu, au moins qu'on a abordé comment les TSS sont calculés, on va voir comment Kogan a modélisé la charge d'entraînement, le suivi de la charge d'entraînement. Donc, il y a d'un côté le CTL, l'ATL et le TSB. Donc, le CTL, c'est le Chronic Training Load. Sur Nolio, c'est l'aptitude. Donc, c'est la moyenne des TSS sur les 42 derniers jours. C'est la charge d'entraînement sur les 42 derniers jours. Donc, il y a le calcul qui est direct implémenté dans Nolio. L'ATL, c'est l'acute tonic load. Donc, ça, c'est la fatigue et c'est la moyenne des TSS sur les 7 derniers jours. Et le TSB, tout simplement, c'est le Training Stress Balance. C'est, entre guillemets, ce qu'on peut appeler la forme. C'est tout simplement les CTL moins ATL.
Donc, au début, on parle toujours de -5 plus 5. Moi, j'aime bien élargir entre -10 et 10. Au-delà de -10, on est en fatigue. Et au-dessus de 10, on est entre guillemets, on peut dire sous-entraînement ou en période de récupération, etc. Mais ça reste des aperçus en fonction de l'athlète. Certains athlètes vont mieux se sentir en étant à -5 et d'autres vont être mieux à +5. Donc, pareil, il faut toujours trouver un petit peu le modèle. Il n'y a pas de chiffre exact. C'est pas des modèles mathématiques à 100% sûr. Il faut toujours ajuster et être en raccord avec l'athlète. Donc, la méthode de Kogan, c'est des métriques liées à la FTP. Donc, comme je l'ai abordé et comme vous l'aurez compris, tout ce qui entoure la FTP et sa définition est à prendre avec des pincettes ou surtout, il faut plus approfondir et on sait comment la détermine et ce que ça peut engendrer du coup dans ces calculs-là. La FTP varie, je ne dis pas au quotidien, mais elle peut varier assez facilement en fonction de la forme. Aujourd'hui, on peut faire un test de puissance critique sur un athlète s'il fait un 3 et 12 minutes aujourd'hui et on reprend dans un mois. On n'aura pas forcément la même puissance critique et donc du coup, les charges d'entraînement réalisées aujourd'hui ne sont pas forcément celles du mois prochain. Donc voilà, c'est comment on réajuste cette FTP. Du coup, dès qu'on réajuste cette FTP, ça va influencer tous les mécanismes de la charge derrière. C'est un coût financier un peu plus important que la méthode de Foster. Il n'y a pas de prise en compte du ressenti. Si vraiment on n'utilise que cette méthode-là, c'est les watts et uniquement les watts. On ne veut pas savoir si l'athlète va bien ou se sent bien. C'est les watts produits, la séance réalisée, quelle charge ça nous donne. Et derrière, on a des différentes métriques qui apparaissent. Il y a aussi possibilité d'utiliser le HRTSS. Donc, du coup, c'est si l'athlète n'a pas de capteur de puissance, mais qu'il a une ceinture de fréquence cardiaque, en fonction du temps passé dans chaque zone d'entraînement, il y a un calcul qui fait que on peut calculer des coefficients pour estimer les TSS. Et s'il n'y a pas la fréquence cardiaque ni les watts, on peut estimer ces TSS-là avec le RPE. Donc, on peut estimer, donc voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Et du coup, on a un peu le tableau comparatif qui permet entre RPE, zone de fréquence cardiaque et les TSS par heure. Donc là où je peux apporter un petit aparté, c'est que si on commence à utiliser les TSS ou la méthode Kogan uniquement pour faire le suivi de la charge, si d'un côté notre athlète sur son vélo de route, il a un capteur de puissance, donc là on a les TSS estimés via la puissance. S'il nous fait du VTT à côté, on peut avoir les TSS estimés, par exemple, par la fréquence cardiaque s'il possède une ceinture. Donc, du coup, on va risquer d'avoir un biais. Entre guillemets, on a les mêmes TSS qui sont déterminés, mais via deux outils différents. Donc, on peut avoir plus ou moins de charge qui est créée et les dynamiques de charge vont être influencées. Et donc, du coup, dans ma conclusion, moi, dans ma vision de la charge d'entraînement, aujourd'hui, j'ai pas de méthode ultime. Comme je disais ce matin à deux athlètes que j'entraîne, je n'ai pas encore d'outils qui me permettent d'être dans leur tête ni dans leurs jambes. Peut-être que Elon Musk va sortir une puce ou quelque chose comme ça qui va nous permettre d'avoir tout ce feedback-là. Mais aujourd'hui, l'entraînement, c'est une collaboration entre l'athlète et l'entraîneur. Dans tous les cas, je suis pas juste directeur d'envoyer un plan d'entraînement, mais j'ai besoin des retours de l'athlète pour pouvoir construire quelque chose qui lui convienne et qui soit façonné pour lui. Donc, du coup, moi, d'un côté, j'utilise toujours la méthode Foster. Au moins, ça me permet de faire la comparaison entre la charge ou la séance que j'ai prévue et ce qu'il réalise sur le terrain, en sachant que c'est influencé par le volume et par la note qu'il va mettre. Il y a la méthode de Kogan, du coup, où moi, j'utilise pas la FTP, mais j'utilise la puissance critique. Théoriquement, sur le papier, Foster et Kogan vont être relativement proches. Il y a aussi les échanges avec l'athlète. Ça, je peux pas le chiffrer, j'ai pas d'outils, mais les retours, les petits commentaires qu'il va nous mettre sur Nolio dans les observations, ça va nous permettre, nous, en tant qu'entraîneur, de comprendre comment lui aussi a perçu la séance et aussi la charge. Du coup, de là, il y a aussi l'expérience d'entraîneur. Quand je parle d'expérience d'entraîneur, je sous-entends le fait que on sait indirectement l'impact qu'une séance va avoir sur l'athlète. Donc, du coup, s'il y a un gros décalage entre le RPE et ce qu'il a réalisé, moi, je peux lui poser la question, au final, est-ce que ça t'a paru difficile? Essayer un petit peu de creuser, de comprendre le pourquoi du comment, pour vraiment ajuster, être dans un modèle assez proche de ce qui se passe réellement. Et pour terminer, on peut appeler tout ce qui a les fatigues extérieures, parce que là, dans toutes les métriques que je vous ai présentées, on parle uniquement par rapport aux séances qui sont réalisées. Donc, du coup, si l'athlète ne s'entraîne pas pendant 3 jours, il n'y a pas de charge d'entraînement, mais est-ce qu'au final, il n'y a pas de fatigue périphérique? Donc, moi, j'ai appelé ça fatigue extérieure.
Donc, il peut y avoir le stress lié au travail, s'il y a beaucoup d'heures en fonction du travail qu'il réalise. Moi, par exemple, un des premiers athlètes que j'ai accompagné, il travaillait sur les autoroutes, au bord des routes sur l'autoroute, du coup. Et en soi, il n'avait pas un gros volume horaire. Mais quand il me raconte le soir, il me dit non, mais en fait, la séance, je suis bien content de rentrer chez moi, qu'il n'y ait plus de bruit, parce qu'au final, se faire frôler toute la journée, bah, le soir, je suis cramé, j'ai qu'une envie, c'est de me poser dans le canapé, et j'ai pas envie d'aller faire une séance, même si ça me détendrait, je suis cramé. Donc, du coup, voilà, si j'ai pas cette info-là, c'est compliqué de le comprendre si sur Nolio, il n'y a aucune séance qui remonte. Voilà, c'est la fatigue, il n'y a pas de séance, mais c'est quand même une fatigue supplémentaire. Donc, il y a aussi le stress, tout ce qui est stress psychologique, admettons, lié à la famille, une séparation, les enfants à l'école. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Et ça, bah, c'est pas dans les séances d'entraînement que ces données-là remontent. Et il y a aussi, bon, du coup, ce qui est lié aux maladies, ou voilà, si on tombe malade, ok, bon, on n'arrive pas à sortir les watts, mais en soi, il me faut plus d'informations en tant qu'entraîneur pour pouvoir, si la tête me dit pas qu'il est malade, il va me dire, bah, j'arrive pas à sortir les watts. Bah, ok, on peut se creuser la tête, mais voilà, c'est sans cette information-là, je ne peux pas deviner. Voilà un petit peu, moi, ma vision de la charge d'entraînement aujourd'hui. Il n'y a pas de modèle ultime, il n'y a pas de vérité, et c'est plutôt la combinaison de l'ensemble d'outils, l'échange, le partage qui fait que on arrive à trouver un petit peu et comprendre la charge que subit l'athlète pour pouvoir faire ensuite la planification, la méthode de suivi qu'on veut mettre en place. Donc voilà. Trop bien, merci Maxime. Avant de commencer sur un petit échange avec Caroline sur ces charges, il y a quelques questions qui peuvent être pertinentes, je pense. Il y a Camille qui nous demande, typiquement sur Nolio, CTL et ATL, ils sont réglables, donc avec des paramètres par défaut à 7 et 42, enfin même 6,5 et 41,5, si je dis pas de bêtises. Est-ce que toi, ça t'arrive de l'individualiser par rapport à des profils spécifiques? Du tout, du tout. Je me suis déjà posé la question de les individualiser quand tu débutes avec un athlète, parce qu'au final, s'il vient de se créer un compte Nolio, tu lui mets une semaine d'entraînement, bah, tous les scores vont descendre vers le bas en disant, bah, limite, si tu suis les charges, bah, tu passes de 0 entraînement à une semaine de charge. Donc, volume plus intensité. Donc là, les scores vont être dans le rouge. Là, tu vas te dire, ouais, mais il va être cramé, alors qu'au final, c'est juste que la semaine précédente, il était à 0. Donc, tu passes de 0 à 12 heures de vélo, tu fais ça sur 2, 3 semaines, le score va être négatif. Alors que dans la réalité, c'est juste que comme les données n'étaient pas remontées, donc je me suis déjà posé la question de modifier ces coefficients pour pas avoir les scores négatifs assez rapidement. Mais après, voilà, quand j'explique la thèse, c'est normal, ne t'inquiète pas. C'est surtout du fait que avant tu n'as pas de données qui sont sur Nolio. Donc là, le fait d'en avoir, bah, entre guillemets, c'est un calcul mathématique, il n'y a rien, tu rajoutes de la charge, c'est normal que ça plonge. Ok, top. Alors ça, c'est une question que nous, on a souvent, et c'est vrai que je trouve que moi, la courbe fitness de Foster a du sens, mais devrait pas s'appeler fitness, parce que c'est vrai qu'elle est souvent vers le négatif. Parce que du coup, pour rappel, la courbe fitness de Foster, c'est la charge multiple, enfin, il faut définir la contrainte qui est la charge fois la Ouais. monotonie, et le fitness de Foster est la charge moins la contrainte. Est-ce que toi, tu utilises le fitness, et si oui, comment? Bah, moi, je regarde un petit peu en fait les tendances parce que quand on parle de pic de forme, j'aime pas quand on parle de pic de forme sur une journée. Donc en fait, c'est vraiment les tendances. La charge, en fait, c'est vraiment quand tu vois que ça commence à plonger, tu regardes un peu ce que l'athlète a réalisé, tu échanges avec lui et tu réajustes comme ça. En fait, je me voue pas qu'à une courbe qui plonge. Tu vois, j'essaye Ok, vraiment d'avoir une vision assez globale. ok, ok. Parfait. Parce que pour repréciser, c'est vrai que pour le coup, je trouve, en tout cas, et des retours de coach qu'on a, nous, on a la courbe fitness de Kogan, qui est, même comme l'a dit Maxime, qui est pas du tout une vérité absolue, qui est quand même plus représentatif d'un vrai état de forme que le fitness de Foster. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, Ouais, je Caroline. crois que de mémoire, toi, vous, la courbe, elle descend facilement dans le négatif et dans l'ancienne application que j'utilisais, en fait, elle plongeait jamais, je crois, la courbe de fitness. Ok. Et je crois qu'il y avait dû avoir un coefficient qui était mis. En fait, tu la voyais monter. Elle redescendait un petit peu quand tu avais les périodes de fatigue. Et en fait, tu as l'impression que dans tous les cas, la tête, il pouvait que progresser de manière illimitée ou Ok. avoir une forme. Et du coup, ouais, c'est vrai que moi, ça me permet d'introduire. Du coup, Caroline, je crois que tu as utilisé par le passé les charges Kogan ou
Foster et autres. Je crois que tu les utilises plus aujourd'hui. Alors, tu nous as montré ce que tu utilisais avec le HRV. Est-ce que du coup, tu peux expliciter ce que ça fait trop? Est-ce que tu juges que juste le HRV maintenant c'est plus pertinent? Non, bah, comme j'ai dit, pour moi, il y a pas qu'une seule métrique à utiliser, mais plusieurs. Ce que j'aime pas enfin, les raisons pour lesquelles je n'utilise pas Kogan, c'est parce que on utilise un algorithme qui enlève complètement l'humain, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir comment tu vas ressentir. Par exemple, si toi, Alex, tu fais la même séance d'entraînement que moi à 80% de FTP, on va avoir la même charge d'entraînement. Sauf que si ça se trouve, toi, tu vas être super bien ce jour-là, tu vas bien le ressentir, et moi, je vais être fatigué, et ça, je vais mal le ressentir. On va avoir tous les deux la même charge d'entraînement, sauf qu'on va avoir un vécu totalement différent de cette charge d'entraînement. Donc là, on a un algorithme qui va mesurer euh, comme un ordinateur, à croire que l'humain, c'est un ordinateur. Et forcément, on a une courbe de fitness qui augmente parce qu'on va augmenter la charge d'entraînement. On a une courbe de fitness qui va baisser mécaniquement avec des accumulations de séances, avec la fatigue accumulée, mais qui n'est pas du tout en corrélation, alors à mes yeux, hein, pas du tout en corrélation avec ce qui se passe vraiment dans l'organisme et comment l'athlète peut progresser. Donc, j'invite beaucoup, enfin, les gens à lire les derniers travaux de Pascal avant qu'il décède malheureusement, où avec son équipe, ils ont vraiment travaillé sur ces métriques en montrant vraiment que c'était pas cohérent avec ce qui se passe réellement dans l'organisme. Ouais. Merci. Bah, Pascal, ouais, c'est Pascal Balucci qui Non, a vraiment un. non, c'est un chercheur anglais qui est décédé Ok, l'année pardon. dernière, qui travaille sur la charge Ok, d'entraînement. C'est Louis ok, Pascal. pardon. J'ai Euh, oublié les travaux de Pascal Balucci. Excuse-moi qui a beaucoup travaillé sur non, le non, HRV aussi. ouais. Non, là, c'est plus Louis Pascal en Angleterre, Ok. qui était un expert sur la charge d'entraînement et sur les mesures de charge d'entraînement et de la puissance aussi, la puissance critique en vélo. Voilà. Et c'est vraiment un excellent article qu'il nous a laissé et enfin, c'est super intéressant. Ok. Euh, Bah, du coup, si vous voulez, on va commencer à répondre aux différentes questions que vous avez mis dans le chat. Mais si vous en avez d'autres, bah, du coup, c'est le moment. Alors, du coup, Moi, j'avais vu, vas-y, Paul. si tu veux, il y en a une enfin une question, pourquoi ne pas réaliser le HRV debout par rapport sans doute au protocole que les fédés mettent en place avec d'abord assis et debout. Donc c'est de Roman qui dit, donc pourquoi ne pas réaliser le HRV debout? Si l'athlète est compliant, on a le reflet du sympathique et déceler d'autres types de fatigue. Ouais, parce que dans les sports endurance, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le parasympathique. Et il y a des outils de corrélation entre la HRV, donc le RMSSD, les intervalles RR, qui permettent de voir si on a une saturation parasympathique. Quand l'athlète a une grosse charge d'entraînement, donc il peut y avoir mécaniquement une baisse du RMSSD. Et là, on peut demander à l'athlète, plutôt que de prendre sa mesure allongée, de la prendre assise pour améliorer les données. Voilà. Donc le fait de la faire debout, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Enfin, en tout cas, moi perso, c'est pas ce que je recherche de voir comment il s'adapte au niveau sympathique, mais plutôt de voir comment il s'adapte au niveau parasympathique, qui est plus réaliste dans les sports d'endurance. Donc là, je parle vraiment dans les sports d'endurance. Voilà. Petit aparté, du coup, je crois pas qu'on en ait parlé. Maxime, du coup, sur le HRV, toi, pourquoi tu l'utilises pas? Je crois que tu l'as évoqué rapidement sur le fait que c'était trop contraignant vis-à-vis de tes athlètes. Si tu as un retour là-dessus. Ouais, c'était du coup le fait, tu vois, les applications avec le Flash, bon, ça arrive depuis quelques temps, mais au tout début, quand tu écoutais vraiment tout ce qui englobe le HRV, c'était vraiment le protocole d'être soit allongé, debout, avec 5 ou 10 minutes. Et au final, quand tu as parlé à la tête, quand il te dit oui, quelque chose qui se prend 1 ou 2 minutes, qui est facile à faire, ça adhère facilement. Mais sur un protocole de 5 ou 10 bah voilà, imposer quelque chose comme ça à l'athlète amateur, même si c'est pour son bien, un jeune qui est par exemple, moi, j'ai beaucoup entraîné de jeunes, donc cadet et junior, avec les emplois du temps scolaire, de réimpliquer, réajouter 20 minutes en plus, qu'il faut qu'il se réveille 20 minutes plus tôt pour pouvoir réaliser ça, bah, c'est quand même vachement invasif. Donc du coup,
si Nolio ajoute le côté avec le flash, etc., ouais, je pourrais avoir tendance à ajouter ça en sachant que Caroli disait bien qu'il faut des valeurs tous les jours. Donc, si ton athlète commence à sauter 1 ou 2 enregistrements assez régulièrement, bah, les tendances ou les conclusions vont être quand même un peu plus compliquées à sortir. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Je connais un peu la puissance du HRV et c'est vraiment le côté d'avoir des athlètes qui adorent et qui fassent non-stop. Donc, je ne sais pas comment Caroli arrive à avoir des athlètes qui fassent les données tous les jours, mais je sais que ouais, j'ai déjà des athlètes qui n'ont pas forcément. Voilà, je suis obligé de temps en temps de leur mettre un petit rappel. Bah, tiens, tu as oublié de mettre ton RPE sur la séance d'hier où tu m'as pas fait tes observations. Donc, si je dois commencer à faire le gendarme chez certains pour qu'ils me fassent leurs mesures HRV régulièrement, bah, au final, un coup, il va faire sa mesure, il va dire, bah, t'en penses quoi? Bah, écoute, ça fait 3 semaines que tu m'en fais une sur trois. C'est compliqué d'avoir des tendances. Parce que, ouais, Caroline, du coup, tu demandes tous les jours et je crois qu'il y a eu quelques questions là-dessus. Quel protocole, du coup, tu utilises toi avec tes athlètes? Alors, je rejoins Maxime parce que je l'ai utilisé pendant plusieurs années, le tilt test avec les 10 minutes allongées, 5 minutes debout. Moi, perso, j'ai pas tenu plus d'une semaine. Et j'ai des athlètes pros qui ont même pas tenu 5 jours, je crois, ou 3-4 jours. Et faire ça tous les jours, c'était impossible. Donc, je le rejoins là-dessus. Et c'est vrai que depuis l'arrivée avec le RMSSD en prenant sur 1 minute, sincèrement, c'est dans une routine. 1 minute le matin, même quand on a des enfants et tout qui viennent vous voir dans le lit et ainsi de suite, ça se fait vraiment facilement. C'est une routine à prendre. Le matin, je me lève, je vais aux toilettes, je me recouche ou je m'assois en fonction de ton niveau parasympathique. Et là, tu prends la mesure sur 1 minute. Ça se fait super bien. En plus, il n'y a pas l'inconvénient qu'il y avait avec le type test où il fallait rester allongé. Il fallait aussi mesurer ta fréquence ventilatoire parce que ça pouvait donner des indices complètement différents. Et là, avec le RMSSD, on n'a pas ce souci-là. Et j'ai des athlètes, ben, comme j'ai montré, là, je crois que j'en ai avoir une trentaine, où c'est des mesures ça fait plus de 2 ans, où on a des mesures quotidiennes de RMSSD. Et c'est vraiment facile à faire avec le téléphone. C'est d'une facilité ouais, déconcertante, on va dire. Voilà. Et moi, perso, je le fais aussi, donc ça fait 2 ans et demi que je le fais et j'ai jamais arrêté, quoi. Donc, c'est vraiment simple. Et du coup, ça me permet d'enchaîner. Il y a pas mal de questions liées au HRV pendant la nuit, donc avec Garmin, sur le Whoop qui te fait du suivi également en continu, Polar qui fait du... Voilà, il y a pas mal de questions liées à tout ça. Ton avis là-dessus, peut-être ton avis aussi à toi, Maxime, parce que du coup, pour le coup, c'est du suivi plus facile, puisque du coup, voilà, on achète un Whoop, on achète une montre Garmin, entre guillemets, il suffit de la porter au quotidien, quoi. Alors, sincèrement, autant Whoop, je dirais qu'il y a des bonnes qualités de données. Garmin, sincèrement, je ne m'avancerai pas du tout sur la qualité des données obtenues avec un Garmin. Par contre, sur le Whoop, ça peut être intéressant. Il y a quand même, il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les mêmes valeurs entre les données nocturnes et les données du matin. Donc, les données nocturnes, c'est vraiment un marqueur de santé globale. Donc, c'est plus stable dans le temps, mais justement, c'est dans le temps. Et le souci, c'est qu'il y a des facteurs de stress qui vont perturber ce signal. C'est-à-dire que en fonction de l'heure à laquelle vous allez manger, en fonction de la journée que vous allez avoir eu, les aliments que vous allez ingérer, l'heure du repas, et la suppression des données, parce qu'il faut savoir que le Whoop, alors je ne sais pas comment fonctionne Garmin, mais le Whoop supprime des données parce que quand vous dormez pendant 7 heures, il enregistre pas 7 heures de données, il va en supprimer à l'intérieur. Et il y a des données essentielles qui vont partir. Et ce n'est pas la même chose que la HRV au matin qui reflète plus la réponse au stress et l'homéostasie de manière quotidienne. Donc, pour l'entraînement, je vais dire, pour la santé globale, le Whoop, ça peut être intéressant. Pour le stress à l'entraînement et stress quotidien, voir comment votre système nerveux autonome s'adapte jour après jour, c'est mieux d'avoir la HRV quotidienne le matin au réveil. C'est peut-être plus contraignant, mais forcément, bah, quand il y a des choses plus contraignantes, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des données plus fiables que des choses qui sont plus simples, malheureusement. C'est comme ça. Et Caroline, je crois que tu n'as pas répondu pour Foster, tu as dit pour Kogan, mais Foster, si tu l'utilisais avant. Oui, alors Foster, on va dire Foster, je l'utilise
avec la CWR parce que tu es obligé d'avoir Foster pour utiliser la comparaison entre la charge aiguë et la charge chronique. Ça peut être un bon outil. Le seul souci des fois du RPE, c'est comment vous allez mesurer justement le RPE, parce que ça paraît simple, mais c'est quelque chose de très complexe. Parce que quand tu as l'effort, tu as des afférences qui vont remonter au niveau des systèmes tendineux musculaires qui vont remonter au cerveau. Il faut faire la distinction entre le RPE, par exemple, en foot, qui va être dicté par une analyse cognitive de la charge quand vous allez avoir le ballon qui va arriver, vous allez devoir regarder, ça va être un RPE différent de quand vous allez courir, où vous allez avoir des remontées, des afférences qui vont aller dans le cerveau pour vous dire les tensions au niveau musculaire, les tensions au niveau ventilatoire. Donc vous avez la possibilité d'avoir le RPE. Si vous voulez vraiment avoir un bon RPE, il faudra bientôt prendre un RPE à l'échauffement, un RPE si vous faites une séance intermittente après chaque intervalle et à la fin. Ou après, vous avez le choix de prendre le RPE, ce qui fonctionne bien, là, qui a eu des études récentes sur le sujet, où on prend le score de RPE à la fin de la séance. C'est-à-dire que sur la partie la plus dure de la séance, on note son RPE. Et là, le souci, c'est quand vous allez le multiplier par la durée, parce que si vous faites ça, du coup, ça va vous mettre des charges d'entraînement énormes. Mais et le biais sur le RPE, quand on l'utilise avec les scores de RPE, c'est cette durée de l'effort. C'est-à-dire que une durée d'effort courte, si vous faites une séance à haute intensité, vous avez une durée d'effort courte et vous mettez un RPE, la séance va sembler moins difficile, du coup, enfin, la charge d'entraînement va être moins élevée qu'avec une séance longue. Alors que ça se trouve, le stress imposé à l'organisme va être plus élevé. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire Non, mais comprendre. ouais, c'est clairement ça dans tous les cas, vu que le RPE est influencé soit par la note que tu mets, soit par le volume. Du coup, Voilà. si ton athlète, tu lui mets une sortie de 5 heures avec la dernière heure des exos intenses, il va te mettre un RPE élevé, alors que, en fait, si tu raisonnes comme ça, tu vas dire c'est l'ensemble de la séance qui a été impactante, alors qu'au final, c'est plutôt la dernière heure qui est limite prédominante. Donc, du coup, moi, j'avais déjà commencé à essayer avec certains athlètes de, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, les découper, le RPE sur plusieurs. Au final, ça fait un peu usine à gaz pour l'athlète avec des fichiers dans tous les sens, etc. Ouais, c'est. Du coup, c'est pour ça, en fait, que quand je l'utilise, moi, c'est plus pour avoir le ressenti global, même si tu sais au final que si tu mets du 30-30, ok, le mec peut te mettre 7, 8 sur 10, mais c'est pas sur les 1 heure et demie qu'il a été dans le dur, mais peut-être que sur les 30-30. Donc, le reste de la séance va être en soi en charge élevée sur le papier, mais en réalité, c'est moins élevé que ça. Mais C'est ça serait vraiment redécouper tout, ouais. c'est vraiment, tu vois, dans la charge d'entraînement, c'est le souci qu'il y a, c'est-à-dire que chaque méthode a un aspect positif et un aspect négatif. Et C'est clair. n'importe laquelle que tu utilises, hein, même la HRV, je dirais que celle qui a, à mon sens, peut-être pourrait être la plus pertinente, c'est vraiment la réponse cardiaque à l'exercice, sur des exercices qui sont vraiment codifiés et standardisés, c'est-à-dire soit même parcours, même température, où on arrive à évaluer vraiment ce qui se passe dans l'organisme. Les travaux de Lambert l'ont vraiment montré. Enfin, moi, depuis que je les ai lus, ça m'a vraiment donné envie de les utiliser. Et je trouve que c'est ceux qui sont les plus pertinents, mais forcément les plus pertinents et pour l'entraîneur les plus compliqués parce que du coup, tu es obligé de prendre en compte toutes les séances, de tout mettre dans une base de données sur Excel. Sauf si après Nolio veut aller plus loin sur les analyses avec un peu d'IA pour essayer d'analyser tout ça. Mais c'est vrai que c'est certainement ce qui est à moi, à l'heure actuelle, le plus prometteur. Après, sur les travaux récents sur la charge d'entraînement, il y a des choses qui sont intéressantes avec l'utilisation de la baisse aiguë de la performance. Alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est-à-dire que tu fais une séance d'entraînement, donc on va aller un peu vers de la durabilité dans l'effort. C'est vrai qu'on en parle beaucoup à l'heure actuelle, la durabilité dans l'effort. Et là, on va faire à chaque fin de séance d'entraînement, tu peux faire un 5 minutes à intensité max et voir en fonction de l'exercice que tu as fait avant, si c'est en continu ou en intermittent, de combien tu Yes. baisses ta performance sur le 5 minutes à la fin. Voilà. Et de là, tu prends en compte ta baisse de performance plus la fréquence ventilatoire. Et ces deux notions-là vont être importantes parce que, par exemple, quand tu pars à vélo, tu as une première côte qui fait 1 km. Je te dis n'importe quoi, je te donne n'importe quel exemple. Tu es à 300 watts.
Et tu vas trouver ça facile. Au tout début, ça fait 10 minutes que tu es en train de faire du vélo, tu la montes easy et tu as une fréquence ventilatoire qui est à 40. Et sur le retour, tu as la même bosse après 4 heures d'effort. Et là, d'un coup, tu vas la monter à 250 watts, on va dire 50 watts en dessous, avec une fréquence ventilatoire à 50. Et du coup, tu vas avoir cette notion de durabilité, c'est-à-dire que tu vas avoir cette fatigue qui va s'installer. Tout ça, on ne le prend pas en compte quand on te demande ta charge d'entraînement. Là, on va prendre en compte le fait que pour une puissance plus basse, tu vas avoir une fréquence de respiratoire qui est plus élevée. Donc, ça veut dire qu'une contrainte métabolique plus élevée, donc tu peux réussir à avoir ta fatigue. Et c'est ces données-là qu'on peut analyser pour avoir une charge d'entraînement sur quelle a été vraiment finalement la dose d'entraînement pendant la séance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais, ouais, ouais. si tu prends ton RPE global, tu ne l'as pas vraiment ta dose d'entraînement comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu fais 3 heures avec un RPE de 5 avec de l'exercice ou un RPE 4 avec des exercices plus courts, enfin, tu n'as pas vraiment ta dose, ce qui s'est passé au niveau du Oui, oui, stress. sur le dosage, ouais, ouais. Alors que Ah, là, c'est ça tu où peux c'est l'avoir, quoi. compliqué, ouais. Pour l'ajustement, au final, en soi, tous les modèles de calcul de charge, ça essaye d'estimer au mieux ce que l'athlète a perçu ou ressenti. Mais dans tous les cas, là, les TSS, c'est en fonction des watts, mais il suffit que le capteur soit mal calibré ou l'athlète a un vélo de chrono, un vélo de route, deux capteurs différents, tu as des valeurs, du coup, tes TSS vont être plus importants sur une sortie que sur l'autre. Voilà, être sûr que tout soit bien rentré. Au final, tu as toujours un petit décalage par rapport au watt. Comment on estime la FTP? Est-ce qu'au final, on prend une puissance critique sur le plat? S'il va en montagne, du coup, ça va surestimer parce qu'il va mettre plus de watts, alors qu'au final, il met plus de watts de manière naturelle. Donc, il y a tout le temps une limite qui fait que moi, j'ai commencé avec certains athlètes à faire un petit peu, comme tu fais toi, de la compilation sur Excel en disant, bon, voilà, tu roules à tant de watts sur 20 minutes en début de sortie, tant de watts, les mêmes watts en fin de sortie. Bon, en fait, du coup, en comparant la fréquence cardiaque, etc., tu arrives à avoir un petit peu des tendances. Théoriquement, si ça baisse, voilà, il y a toujours ça à prendre en compte. Mais ouais, je suis un petit peu inspiré de tes captures d'écran que tu mets en story sur le cumul des datas sur des années où tu te dis, en fait, ouais, tu peux avoir des tendances faciles juste avec les données de base. Mais Ouais, en soi, voilà, je dis souvent même les que tests, même approche. les tests, quand tu parles des tests 5 minutes avant et fin de sortie, déjà, il faut trouver des athlètes qui veulent bien faire des tests quasi tous les jours. Ouais, mais tu vois, ce qui est important, c'est la facilité d'acquisition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une méthode qui est facile d'accès, qui est facilement compréhensible et facilement utilisable, et ben, tu as beaucoup plus d'adhésion. Et alors on peut dire plein de choses, mais finalement, par exemple, la fréquence cardiaque, ça reste pour moi l'outil le plus intéressant parce que c'est celui qui est le plus facile à utiliser, le plus compréhensible par l'athlète et au final qui donne ce qui se passe à l'intérieur de ton organisme. Après, ça dépend quand il y a des niveaux de fatigue qui sont élevés ou quand il y a de la chaleur que tu n'es pas acclimaté, mais ça reste quand même l'une des données les plus pertinentes. Et tu vois, quand tu prends la charge Kogan, par exemple, moi, ce qui me plaît pas, c'est que tu définis une charge interne en utilisant une charge externe, quoi. Et Ouais, le pire, alors toi, t'es en vélo, et encore, tu me dis avec le. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais entre le VTT, vélo de route et vélo de chrono, du coup, tu as des différences. Mais imagine le triathlète qui va le calculer ses TSS avec de la natation, du vélo avec le capteur de puissance et de la course à pied avec l'allure. Donc, en gros, tu vas avoir 3 modèles différents qui vont être utilisés, et au final, tu vas avoir un score qui au final, ne ressemble à rien, quoi. Non, Parce mais que c'est clair, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les limites et qu'aujourd'hui, on n'a pas un modèle qui ressort en disant, voilà, en fait, c'est le modèle ultime. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu une question dans les questions, du coup, sur le trail. Mais le trail, voilà, en fait, tu peux, une heure de trail sans dénivelé, c'est pas la même charge dans tous les cas qu'une heure de trail, 1 kilomètre, en kilomètre vertical, par exemple. ouais, Donc, ouais, pareil, quand ça pourtant, monte. ta durée va être la même. Ouais, le perçu, la fréquence cardiaque, si voilà, tout ça peut être influencé. Dans tous les cas, Foster, si Kogan pardon, si on parle de Kogan avec la fréquence cardiaque ou la foulée, dans tous les cas, ça reste quand même c'est limité. On sera Hmm, pas, c'est on ça. sera pas. Et si du coup, si ton athlète sur Nolio, il fait plein de sports, il va faire du VTT, un coup il va nager et qui compare uniquement les TSS, au final, tu as des TSS qui sont déterminés de OK, c'est le même TSS qui est représenté sur Nolio, mais en soi, les TSS sont calculés d'une manière différente. Donc, du coup, est-ce que c'est comparable?
Je suis pas certain qu'une séance de natation avec, j'ai pas d'athlètes qui font la natation, donc je peux pas avoir les TSS dessus. 1 heure de natation, 1 heure de vélo, peut-être à même intensité, il y aura des TSS assez proches, mais est-ce qu'au final l'impact est vraiment le même? Je suis pas certain. Hmm, Trop d'accord. bien. Une dernière question sur le HRV, là, Caroline, avant de repartir sur la charge Kogan et Foster, Maxime. Du coup, on a parlé des mesures continues là, de Whoop, Garmin, etc. Est-ce que tu as un retour aussi du coup sur différemment, maintenant, c'est Garmin notamment qui a un mode test HRV, donc un peu à la même chose que tu fais toi avec tes athlètes. Il lance, par exemple, le matin au repos, leur 1 minute ou je sais pas combien Garmin propose de tests HRV, donc ça doit le faire, enfin, c'est même sûr, ça le fait via le capteur optique de la Hmm. Garmin. Est-ce que ça, tu as, un avis là-dessus? Ouais, en marketing, ils sont super forts, Garmin. Ça peut répondre à la question. Voilà. Moi, je ne les utilise pas. Voilà. Après une séance à basse intensité, j'ai mon GPS qui me dit qu'il faut que je me repose 24 heures. Déjà, je ne m'entraînerai jamais. Quand tu as un GPS qui te propose des séances d'entraînement qui sont pas du tout les bonnes, ou quand on te dit à l'entraînement d'un coup tu as une baisse -1 alors que tu es en super forme et c'est là où tu réalises les meilleures séances, enfin, comment tu peux croire que Garmin dise la vérité, quoi? C'est impossible. Et pour avoir testé, parce que j'ai des athlètes qui ont voulu l'essayer, le Garmin, et que tu compares avec HRV for Training, ça n'a rien à voir. Il faut savoir que HRV for Training, l'avantage, c'est que c'est développé par un sport scientist qui fait vraiment du travail, qui est passionné par ça et qui n'en fait pas du marketing. Et que, comme vous, chez Noyo, vous êtes passionné de sport d'endurance. Alors, c'est votre travail, mais vous n'êtes pas le marketing de Garmin à l'américaine, quoi. Enfin, c'est ce qui m'a toujours déplu, que ce soit le TSS avec Kogan, le FTP qui a été créé par Training Peaks parce que bah, c'est plus simple d'utilisation que la puissance critique et la vitesse critique. Et voilà. Alors, je suis peut-être euh, assez, comment dire, virulent sur mes propos, mais moi, j'en ferai pas confiance. Voilà. J'aurais plus Et est-ce que confiance. tu as regardé le body battery de Garmin? Parce qu'au final, donc du coup, moi, mes athlètes n'ont pas forcément des montres Garmin parce que c'est essentiellement des cyclistes, voire quasi 100% des cyclistes, donc priorité au compteur et pas à la montre Garmin. J'en ai deux, trois qui du coup mettent la montre Garmin sur le vélo et la gardent au quotidien. Et le body battery, pour certains, ça reflétait bien, par exemple, quand il était cramé par rapport à son boulot, etc. Le lendemain, le score était assez dans le rouge, tu vois, il n'était pas à 100%, ça collait plutôt bien. Mais pareil, en fait, tu sais pas trop ce qui est pris en compte, c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu hasardeux aussi, mais les tendances, c'était pas trop mal que, voilà, une semaine de boulot compliquée, bah, le vendredi, en fait, tu voyais que le vendredi matin ou le samedi matin, il était encore un petit peu dans le rouge. Par contre, le dimanche, avec un samedi allégé et une bonne nuit de sommeil, on repartait plus dans le score. C'est sur 100, je crois, le body battery. Donc, à 100%, t'es nickel et, entre guillemets, à 80, tu commences à être dans le dur. Ouais, alors c'est vrai que je n'utilise pas du tout le body battery parce que je préfère me concentrer sur les autres données. Ce que je sais aussi sur Garmin, c'est que tu vois, par exemple, moi j'enlève ma montre tous les soirs pour dormir et il me donne un indice de ma qualité de sommeil. Donc je ne sais pas comment il peut faire pour me donner ma qualité de sommeil parce que j'ai jamais ma montre sans moi. Mais voilà. Donc, tu vois, c'est juste pour montrer les biais qu'il peut y avoir par le marketing. C'est pas que je suis contre le marketing, mais il y a des choses qu'il faut arrêter de penser qu'il y a une magie derrière qui puisse opérer sur quoi que ce soit. Et voilà, j'aime bien les données fiables et reproductibles. Euh, Non, mais après, tu fais bien de le préciser, Caroline, je pense. Et puis nous aussi, c'est vrai qu'on aime bien aussi expliquer d'où viennent les données parce que c'est un peu le problème de ces choses-là aussi, Garmin Body Battery ou autre. C'est que c'est des scores qui font des moulinettes et il faut qu'on croit sur parole leur formule, mais on peut pas le reproduire puisqu'il y a que eux qui connaissent leur formule et il faut leur faire confiance. Donc, bah, c'est aussi un peu nous ce qu'on essaye d'avoir sur Nolo, c'est d'expliquer d'où viennent les données, d'où elles sortent et qu'on ne sort pas des choses du chapeau pour dire que vous êtes en forme ou pas en forme. Euh, donc, parfait. Merci, Caroline. Il y avait une question, Maxime, d'un autre Maxime, mais avec un E. Moi, j'ai vraiment du mal à utiliser le suivi de Foster ou Kogan pour adapter l'entraînement au jour le jour. Des exemples concrets, pardon, sur un exemple de courbe.
Je sais pas si tu as ça sous la main ou sur ta Non, présentation, là, peut-être. j'ai pas ça, ouais, j'ai pas ça sous la main. Moi, au final, quand je regarde, donc du coup, moi sur Nolio, j'ai mis le mode Foster. Comme ça, j'ai mes séances prévues avec les couleurs en fonction de la note de RPE, entre guillemets, attendue. Et donc, du coup, je vois sur mes athlètes la note de RPE réalisée. Et du coup, c'est là où ça me permet de réajuster en fonction. On dit, oh, bah là, au final, mes séances qui étaient plutôt faciles ou moyennes, elles basculent plus vers le difficile, très difficile. J'ai les couleurs qui ne collent plus ou qui ne correspondent plus. Donc, du coup, c'est là où je commence à me creuser la tête, où je pose la question à mon athlète en disant, bah, attends, là, tu mets difficile, pourquoi? Tu regardes un peu la fréquence cardiaque, est-ce qu'elle monte un peu plus et tout. Et au final, c'est comme ça que je viens réajuster. C'est pas forcément en regardant la courbe, mais c'est plutôt en confrontant au quotidien où tu peux te dire, bon, bah là, par rapport à ce que j'ai prévu, ça reste cohérent. Les échanges, les watts sont tenus sans difficulté. Dans les commentaires, ils ne te mettent pas une mauvaise observation. Par contre, là, tu te dis, bon, bah là, par rapport à ce qui est attendu, il s'est bien surestimé. Donc, je vais poser la question pour savoir si je réajuste le reste de ma semaine. Est-ce qu'au final, il a bien récupéré, pas récupéré? Est-ce qu'il est malade? Et tout ça, bah, au final, c'est pas Kogan ou Foster qui va me le dire, mais c'est plutôt ce que l'athlète va m'apporter comme complément pour pouvoir réajuster à la semaine. Dans tous les cas, moi, quand je bosse, je pense qu'avec Caroline, on se rejoint sur le fait qu'on travaille à la semaine. Du coup, je planifie jamais sur un mois et demi. Du coup, je réajuste toujours comme ça. En fait, j'ai pas un modèle, je fais pas une planif sur un mois, sur un mois et demi, sur 2 mois. Donc, sur Nolio, moi, c'est semaine par semaine. Là, tu vas sur le Nolio de mes athlètes, il y en a pas qui ont, ouais, il y en a certains qui ont le programme jusque lundi, mardi prochain, mais il n'y a pas plus loin. Du coup, c'est plutôt avec les tendances. C'est pas la courbe qui me dicte, mais c'est l'ensemble des éléments que j'ai à ma disposition qui me permettent de réajuster. Ok, merci. Merci. Maxime, je vois que tu es en train de répondre, Caroline, mais j'ai vu plusieurs fois passer la question. Donc, il y avait des questions sur la fréquence respiratoire et notamment, du coup, comment tu la mesures, Caroline, et puis du coup, avec quelle ceinture, donc modèle de ceinture. Ouais, j'utilise plusieurs ceintures. C'est vrai qu'en perso, j'utilise Force Frontier c'est une ceinture anglaise qui marche relativement bien. Sinon, j'utilise aussi la Polar H10 et Move & Sense de Suunto. Alors, le côté médical, pas le côté tout public Suunto, c'est la branche médicale de Suunto. Voilà, j'utilise avec plusieurs athlètes par rapport à ça. Et là, par exemple, Force Frontier, il y a une application qui est dédiée pour avoir sa fréquence respiratoire. Ou avec Polar H10, il faut utiliser l'application sur Garmin, l'application qui est développée par un sport scientist, ça s'appelle Alpha HRV. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un gars qui est passionné, je discute souvent avec lui sur Twitter et il est vraiment cool et il essaye de développer vraiment son appli pour qu'elle soit de plus en plus performante. Donc ça c'est pas mal, quoi. Voilà. Et je vais revenir sur la question de Vincent parce que Guyot, parce que je le suis sur Twitter aussi. Euh, pour la longueur des tests pour le RMSSD, c'est vrai que 5 minutes, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais c'est un peu comme on a parlé tout à l'heure, c'est l'adhérence. C'est si la personne n'adhère pas et qu'au bout d'un moment, elle ne mesure plus, c'est assez compliqué. Donc, c'est vrai que chez des athlètes de haut niveau, 5 minutes, ça peut aller. Chez des personnes qui sont amateurs, 1 minute 30, c'est le max pour qu'ils adhèrent de faire la mesure au quotidien. Voilà. Et pour les data sanguins, ça passe par un laboratoire. Tu peux pas avoir l'hémoglobine ou le faire comme Super Sapiens, en sachant que Super Sapiens, en plus, ne donne pas les bonnes données. Enfin, voilà. On va pas s'étendre sur le sujet, mais faites attention, Super Sapiens, c'est pas si optimal que ce qu'ils en disent au niveau marketing. Et je vous invite à aller sur PubMed pour regarder les différentes études scientifiques sur le sujet qui sont assez intéressantes à lire. Du coup, Il y a encore quelques questions là, mais on va bientôt terminer. Donc, si vous avez encore une ou deux questions, c'est le moment.
je crois que Caroline, il y avait plusieurs questions aussi sur le. Alors, c'est deux questions en une. Tu as parlé du café pour réguler le RMSSD, si je dis pas de bêtises. Et deux aussi, pourquoi le RMSSD augmente, enfin peut augmenter en tout cas le lendemain d'un gros entraînement, comme tu l'as montré sur certaines de tes diapos. Bah, il augmente parce qu'il y a une prédominance du coup du parasympathique qui va aller l'aider. Donc c'est vrai que ce qu'il faut chercher, c'est à réactiver le parasympathique. Et c'est pour ça que par exemple que du travail à basse intensité, ça permet de le réguler, mais aussi le travail comme j'utilise, c'est-à-dire un travail qui est en dessous de la puissance critique, qui est entre le seuil lactique et le seuil lactique et l'intensité critique, permet de réactiver un petit peu ce tonus. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. Je n'aurais pas procédé de la même chose avec de la haute intensité, ça aurait pas fait pareil. Là, il faut savoir qu'il y a des intensités comme ça, cibles, qui permettent d'améliorer l'efficience mitochondriale. Et ce contrôle d'intensité est hyper important pour réussir à cibler le métabolisme qu'on veut, quoi. Ouais. Et la partie café, Ouais, quand c'est élevé, voilà, on peut utiliser, enfin, moi j'utilise des chewing-gums à base de caféine qui sont pas mal. Après, enfin, il y a plein d'approches différentes et tout dépend au quotidien parce que je vous ai pas montré je pouvais pas aller dans le détail de toutes les analyses, mais c'est important de corréler et le RMSSD avec la fréquence cardiaque au repos. Et c'est l'analyse des deux, la corrélation entre les deux qui permet de voir sur qu'est-ce qu'il faut utiliser. Enfin, c'est vrai que sur les données, je les ai pas montrées là, parce que je voulais pas aller dans le détail de plein de choses avec aussi la suppression parasympathique en fonction des athlètes quand il y a une grosse charge d'entraînement, qu'est-ce qui se passe, comment on peut visualiser qu'il y a une suppression parasympathique et comment on doit changer les méthodes de mesure. Donc c'est vrai que je ne suis pas allé dans le détail sur tout ça parce que sinon sur la HRV on pourrait y rester toute la nuit à en discuter, quoi. Ouais. Et vas-y, pour Paul. la question que François il a relevée, qu'on a souvent sur Nolio, s'il y a une préférence entre un capteur optique sur la montre, entre un capteur optique sur un brassard, entre une ceinture, pour relever le HRV, je pense qu'on peut même ajouter le flash du téléphone, qui était une question qui a été posée. Ouais, et puis je Alors je sais que ça intéresse. Je pense que la question de François, c'était aussi sur à l'effort, je pense. Ouais, je pense que c'est de manière générale comment il a tourné sa question. Donc là, alors il faut savoir une chose, c'est que la capteur optique au poignet, ça ne fonctionne pas, malheureusement, parce que franchement, ça pourrait être vraiment cool si ça fonctionnait. Le brassard, là, il y a une étude qui est sortie il y a un mois ou deux, je crois, qui valide son utilisation. Alors, je l'avais déjà testé, j'avais pu voir que ça marchait relativement bien. Et là, il y a une étude qui est sortie qui valide vraiment son utilisation. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sont intéressées par ce brassard parce que c'est un peu compliqué des fois avec la brassière d'utiliser une ceinture cardiaque. Et même chez l'homme, des fois, c'est chiant parce qu'on est coupé. Par contre, quand on utilise le brassard, donc c'est de l'optique aussi, et on ne peut pas avoir la HRV. La HRV, c'est qu'avec la ceinture. Voilà. Ouais, puis dans tous les cas, moi, sur les... Caroli sur Twitter, je crois qu'il y a un petit décalage sur le brassard par rapport à la ceinture, c'est-à-dire sur des séances d'intensité, il retrouve des courbes similaires. Par contre, le brassard va monter un peu moins vite, entre guillemets, donc va avoir un retard de 5 secondes. J'avais vu des exemples 5-10 secondes pour atteindre la FC Max par rapport à la ceinture ou qui atteint 5-10 secondes plus tôt, quoi. Ouais, ça dépend les séances que tu effectues, ça c'est clair. Après, c'est nettement plus fiable que l'AFC optique au poignet, quoi. Ouais, la FC optique au poignet, il y a autant à basse intensité, c'est ultra fiable, on va dire. Tu peux mettre ta ceinture à 1 BPM près, tu es tout le temps dans la même chose.
autant dès que tu commences à mettre de l'intensité. Soit soit la montre te donne une fréquence cardiaque qui est déjà ultra élevée, soit elle reste super basse et il y a vraiment une latence d'actualisation. Moi, j'ai testé sur les tests, donc du coup, ceinture cardiaque Polar avec les bracelets Wahoo que tu mets. C'est pas un bracelet, c'est un brassard, mais c'est assez fin, Wahoo. Et ça fonctionnait plutôt bien lors du test. Ouais, alors, Ça avait vraiment les mêmes tendances. Donc, de mémoire, j'ai plus en tête si on avait 1 ou 2 BPM d'écart, mais on avait vraiment les mêmes tendances. ouais, sur l'AFC au poignet, ça vient de comment tu serres au poignet et du sang qui passe au niveau de ton poignet. Selon les personnes, quand tu dis l'AFC reste basse, c'est souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang qui passe. Ou alors, quand elle est élevée, enfin moi j'ai déjà vu des gens être 30 ou 40 battements au-dessus de ce qu'ils avaient avec la ceinture, quoi. Et tout ça aussi avec la chaleur, parce qu'il y a de la chaleur endogène, du coup ça perturbe le signal optique au niveau du poignet. Voilà. Mais enfin après, voilà, la ceinture, ça reste quand même ce qu'il y a de plus fiable. Eh bah, super. Je sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Maxime, Caroli, ou si quelqu'un a une dernière question Ouais, moi j'ai une dans le dernière question chat. du coup pour Caroli sur la C'est vrai qu'il y a pas qualité de mal la de ceinture. questions, Maxime. Ouais. Sur la qualité de la ceinture au final, est-ce que la qualité de la ceinture améliore ou influence ton HRV? Tu vois, si tu prends la ceinture Polar qui coûte environ 90 euros, que tu compares à la ceinture Decathlon qui fait Bluetooth à une quarantaine d'euros, est-ce que toi, tu remarques des Ouais, tendances? Oui, les perturbations de ton signal et la qualité du signal. ouais. Ouais, et puis dernièrement, j'utilise avec plusieurs athlètes, là, j'utilise la Moven Sense côté médical, et c'est encore autre chose, quoi. Enfin, pour te donner un exemple que tu vas peut-être comprendre, c'est entre si tu utilises un capteur de puissance avec une seule pédale par rapport au SRM, tu vois. Ouais, ok, ouais, ouais. Ben, tu vois vraiment que les données sont beaucoup plus fiables avec le SRM qu'avec le capteur avec une seule pédale. Ben là, ça fait pareil avec cette ceinture. Alors après, voilà, c'est des ceintures qui montent à, je crois que ça doit être 200 euros la ceinture. Donc, c'est pas donné, mais c'est quand tu veux avoir des données précises avec certains athlètes, c'est pas mal. Et la résistance du coup des ceintures, parce que moi j'ai aussi ce problème-là avec certains athlètes, c'est qu'il y a des gars qui peuvent, tous les 6 mois, il faut qu'ils rachètent une ceinture parce que même en changeant les piles, il n'y a plus rien. Alors, souvent, il y a les athlètes, ils n'enlèvent pas l'émetteur. Donc, il faut l'enlever Ouais, systématiquement. ça, c'est ce que je leur dis, pour éviter que les Et, piles continuent. ouais. Moi, je sais que par exemple, ma Polar, je l'ai depuis 2 ans et demi. J'ai jamais changé, elle marche super bien. Par contre, je la passe pas en machine. Enfin, parce que dernièrement, j'ai eu Oui, des oui. athlètes qui me disent, ouais, je comprends pas, ça marche pas. Et là, je lui dis, mais tu fais comment et tout? Bah, je la lave à chaque fois. En machine à laver, je fais, ouais, non, mais c'est pas bon. Mais en passant que de l'eau dessus, enfin, la ceinture, moi, ça fait 2 ans et demi que je l'ai, j'ai jamais eu un souci avec, quoi. Et faut vraiment faire attention à ça, quoi. Il faut pas y mettre de produits dessus, c'est vraiment que de l'eau. Euh, pas de pas de savon, Ouais, pas en de. soi, c'est pas forcément la ceinture, mais c'est plus l'émetteur. Ouais, Et, c'est ça. et j'ai des Après, athlètes, il faut ouais, savoir qu'il y a des personnes qui ont une. transpiration assez acide, et puis Ouais, voilà, c'est ça. Ça dépend, chaque personne est un peu différente, hein, donc c'est pour ça qu'ils ont un entraînement différent aussi. voilà, c'est ça. Voilà. Mais ouais, non, après, je pense qu'il y a aussi, un peu comme on disait tout à l'heure, le marketing, où il y a de plus en plus de produits qui sortent et qui perdurent pas, quoi, que tu es obligé de changer tous les 6 mois. Tu vois l'exemple des chaussures de course à pied. Enfin, je citerai pas les marques, mais maintenant, il y a des chaussures, tu les gardais 6 mois, maintenant tu les gardes 3 mois, quoi. Donc voilà, c'est l'obsolescence programmée et voilà, c'est comme ça. Eh ben, c'est pas mal comme mot de la fin, sauf si vous aviez d'autres choses, Maxime, Caroli. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Un grand merci à vous pour votre présence. Puis merci à Paul aussi d'avoir été là pour co-animer le webinar. On vous enverra sous quelques jours un recap
du webinar avec les diapos pour tel qu'on peut vous partager et il y aura aussi un replay pour ceux qui voudront approfondir certaines parties. Oui, comme l'a dit François aussi, c'est grâce à Paul qu'il y a ce webinaire aujourd'hui qui est en alternance. Donc Paul, c'est vrai qu'on l'a même pas présenté, ou il s'est même pas présenté, mais il est alternant avec nous chez Nolio là depuis la rentrée. Donc c'était sa première mission chez Nolio d'organiser ce webinaire. Donc je pense que le travail a été plutôt réussi. Merci en tout Euh, cas. C'était très, très qualitatif, je pense, comme webinaire et c'est super bien passé. Ouais. Donc voilà, puis bien un grand merci aux intervenants, du coup Maxime Caroli, que vous pouvez retrouver du coup Maxime sur les réseaux sociaux et puis sur son site MF Sport, vous tapez MF Sport avec le SA Sport sur Google et vous le retrouverez. Et puis Caroli, pareil en tapant ton nom et ta structure. KS Endurance Training, si je dis pas de bêtises. Qui est très actif aussi sur Twitter, si je dis pas de bêtises, tu publies pas mal de choses. Enfin, moi, je te suis en tout cas là-bas. Ouais, j'aime Donc, bien Twitter. Mais enfin, on verra si on va changer bientôt. C'est euh, X maintenant. Ouais, c'est vrai. On dit Twitter, là. c'est un peu bizarre. Merci à tous d'avoir été présents. Vous avez été entre 200 et 250 sur le On, live, on est monté à donc c'est top. 240. 240 240. ouais, et on était à 200 sur les trois quarts du live. Donc voilà, je pense que ça a vraiment intéressé. Et puis voilà, j'espère que ça donnera du grain à moudre à tous les entraîneurs et sportifs qui ont regardé. N'hésitez pas aussi à faire des retours à Maxime Caroli. Je pense que ça leur fera plaisir ou si vous voulez débattre avec eux. Euh, voilà, écoutez, bonne soirée. On va clôturer là-dessus. Et puis ouais, bonne soirée à tous. Pour ceux, si jamais qui sont présents, nous on sera sur le salon des Templiers cette semaine à partir de jeudi. Voilà, petite pub. Et puis bonne soirée à tous et à bientôt.